Bonjour à tous, on va parler de stockage de data. Donc le stockage de data, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on va commencer par l'unité. En informatique, on travaille en bits, 0 ou 1, en binaire. Sauf qu'une data, c'est pas en binaire, c'est pas un 0 ou un 1, ou très rarement, c'est généralement un octet, au minimum. Donc un octet, c'est 8 bits, c'est ce que j'ai représenté ici. Et toutes les unités de stockage sont l'unité, utilisée, c'est l'octet. Donc, on parlera de kilo-octet, de mégaoctet, de gigaoctet. Donc, un gigaoctet, c'est 10 puissance 9 octets. Un mégaoctet, c'est 10 puissance 6 octets. Un kilo-octet, c'est 10 puissance 3 octets, c'est-à-dire 1000 octets. D'accord? Mais il y a une petite confusion, c'est qu'en informatique, et en électronique donc aussi, on travaille avec des puissances de 2, on l'a dit, puisque c'est du binaire. Donc, on travaille rarement avec 1000 octets. Un kilo-octet, c'est 1000 octets, mais dans une machine, il n'y a jamais 1000 octets. Il y a soit 2 puissance 10 octets, ce qui représente 1024 octets, ou d'autres valeurs, mais en tout cas, c'est toujours des puissances de 2. Donc, un kilo-octet n'existe pas en tant que tel, c'est plutôt c'est 2 puissance 10 qui existent, comme dans la vraie vie. Sauf que, pour simplifier les choses, et pour que tout le monde le comprenne, on parle de kilo-octets. Donc ici, c'est toujours légèrement plus grand, d'accord? Un mégaoctet, ça fait 1 million d'octets, un MIO, ça fait 2 puissance 20 octets, donc c'est un petit peu différent, c'est un peu plus grand. Voilà, sachez-le, il y a une petite différence. Les constructeurs mélangent aisément les deux, donc ils n'hésitent pas à dire que c'est des... ils mélangent ça, généralement, ils expriment comme ça, ce qui les arrange bien en kilo-octets, en gigaoctets, parce que tout le monde les comprend. Mais des fois, ça correspond à ces valeurs-là, mais des fois, ça correspond vraiment à ces valeurs-là. C'est vraiment en fonction du fabricant. On va descendre un petit peu. Alors, une clé USB. Petite idée pour vous donner... Alors là, on est en 2020, quasiment. Donc, une clé USB, c'est 32 gigaoctets. Ouais, c'est le standard, vous en trouvez bien plus, vous trouverez aussi bien sûr des plus grandes valeurs, mais voilà une petite idée du standard, vous cherchez, vous trouvez ça très rapide, très facilement. Micro SD ou bien aussi à 32, 64 gigaoctets sans aucun souci. Voilà un teraoctet pour un disque dur, d'accord? Un teraoctet, on est à 10 puissance 12 octets, d'accord? On a des valeurs qui peuvent être très grandes. Un SSD, le standard actuellement, voilà, c'est 256, vous trouverez facilement, mais pas une valeur trop chère. Bon, je vous donne aussi à peu près la capacité ici dans ce document, combien on peut stocker d'informations. On peut stocker quand même beaucoup d'informations avec des clés USB actuellement. D'accord? La fiabilité aussi, d'accord? La qualité. La souplesse d'utilisation. Bien sûr, une clé USB, c'est très facile de s'en servir. Une micro SD aussi. D'accord? Un disque dur, ça commence à être moyen. Voilà, je pense qu'on en fait. Un SSD, ça peut être aussi très élevé, parce que ça dépend comment on s'en sert. D'accord? Voilà. Parlons maintenant d'autres vocabulaires. Quand on parle de data, beaucoup de gens pensent big data. Alors ça n'a rien à voir. Tout ça, maintenant, on va rentrer un peu dans du vocabulaire pour vous parler un peu, expliquer d'autres phénomènes qui concernent la data, qui sont pas très techniques, mais c'est du vocabulaire à connaître quand on s'intéresse un peu à ça. Alors, le big data, c'est quoi? Ça signifie méga données, d'accord? Ou données massives. Voilà. Donc, ces données-là, elles viennent de tout système opérationnel informatique. Vos smartphones enregistrent des informations et les communiquent sur un big data. Dans le big data, les ordinateurs aussi communiquent, etc. Donc, toutes ces informations qui circulent vont, dans le web, globalement, font partie du big data. Alors, le big data, il a des caractéristiques, on parle les V du big data. Alors au départ, il y en avait 3, il me semble, et puis au fur et à mesure, on en a rajouté. Là, on est à, je sais pas, on en a 7, mais parfois j'en ai déjà vu avec un peu plus que ça. Donc, tout dépend un peu des systèmes. En gros, d'abord, c'est le volume. Évidemment, les data étant grandes, il faut beaucoup de volume de mémoire pour capacité pour stocker tout ça. Donc ça, c'est très important en big data, c'est la taille des disques qu'il faut sauvegarder. La variété de données, oui, on récupère des données qui viennent de partout. Ça vient de systèmes de communication, de vos smartphones, de vos ordinateurs, des machines qui fonctionnent toutes seules, voilà, tout un tas de systèmes, on récupère des données. Quand vous faites vos courses, le ticket de course, le ticket de caisse, il est enregistré dans le big data. Donc, quelque part, on retrouvera des données. Il vient aussi du vocabulaire. Alors là, le problème, il est là. En big data, on a du vocabulaire dans tous les sens. Certaines informations ne vont pas nous intéresser, certaines informations ne seront pas assez sophistiquées ou pas assez documentées pour pouvoir en extraire quelque chose. Donc on a récupéré une information, mais on peut rien en faire, parce qu'on ne comprend pas ce que cette information peut avoir là. Il y a aussi d'où vient l'information, d'accord? L'information peut venir de différents clouds, on verra ça un peu plus tard. Donc on a différents modes de différents clouds. On a ce qu'on peut en tirer, de la valeur. Quelle valeur on peut en tirer des big data? Qu'est-ce qu'on en fait de ces big data? Donc ça peut être intéressant. Il y a ce qu'on appelle la véracité d'une data. Donc, une véracité, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette data-là? Est-ce qu'elle n'est pas erronée?
D'accord? Est-ce qu'elle a pas une mauvaise, une bonne valeur? Et enfin, la vélocité dans le big data, c'est la vitesse à traiter les data. C'est compliqué de traiter les data, et ça peut, et comme ces data vont très très vite, il y en a énormément qui arrivent en fur et à mesure, et bien, il faut avoir les capacités de les traiter. Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes. Alors, le big data, c'est quand même appliqué dans beaucoup de domaines, hein, toujours en rapport avec le web, donc la recherche médicale, on utilise ça. D'accord? On cherche ultra documenté pour pouvoir trouver de nouveaux traitements. Dans l'industrie, d'accord? Pour augmenter, par exemple, la production. Certains systèmes utilisent le big data. Dans l'économie, d'accord? On cherche à trouver, faire des offres de plus en plus adaptées à vos besoins. D'accord? Dans l'énergie, adapter l'énergie aux besoins de l'utilisateur. D'accord? Quitte à après, peut-être avoir un côté écologique, arriver à rendre l'énergie écologique, ben, ça passera peut-être par le big data. Dans le marketing, d'accord, pour essayer de, par exemple, vous vendre quelque chose. Donc là, on va essayer d'optimiser la vente. Dans la lutte contre la criminalité, typiquement, on retrouve le big data, d'accord. On retrouve ça dans certains domaines. On a déjà souvent entendu parler de ça à la radio, voilà. C'est du big data. La reconnaissance faciale, typiquement, c'est du big data. Voilà. Dans le secteur bancaire, on va voir que ça pour savoir l'information sur les clients. Donc on retrouve du big data. On retrouve du big data dans beaucoup de domaines. Il y a des métiers qui sont liés au big data. Alors, le big data, si je le remets ici, j'ai mis un schéma, ben, on parle de network, du réseau. Ben oui, tout ce qui, comme c'est des très gros réseaux, ben, il faut des spécialistes du réseau. Il faudra peut-être des spécialistes du stockage. Donc, c'est des métiers spécialisés, des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. On parle de collection. La collection, c'est la manière dont on va classer les documents. Donc voilà, comment on va classer les documents. Donc là aussi, il y a des algorithmes à développer, des choses assez sophistiquées à développer. La recherche qu'on pourrait faire derrière ces big data. L'analyse des big data, ben c'est aussi des outils particuliers qui vont permettre d'analyser des data. D'accord? Donc là, c'est par exemple, là on connaît des métiers hein, comme data scientist. Tout le monde a entendu parler de ce mot-là, parce que c'est sans doute le plus connu, ben c'est de l'analyse. D'accord? On peut aussi avoir de la visualisation, comment on visualise ces data, comment on peut comprendre, interpréter ces data, comme c'est très volumineux, comment on va les interpréter. Donc là, il y a des spécialistes dans chaque domaine pour pouvoir faire. Donc il y a des métiers, derrière le big data, il y a beaucoup de métiers. Il y a les métiers de développement, il y a les métiers d'administrateur, comment on va administrer des data pour pouvoir les ranger correctement, il y a des ingénieurs sur les données, etc. Voilà. On parle aussi, et ça c'est notre vocabulaire, on parle de data center. Alors un data center, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, voilà, quand on parle de data, on pense tout de suite à ça. Alors qu'un data center, ben, c'est quelque chose qui est utilisé par les entreprises. Souvent, un data center sert à plusieurs entreprises, pas une seule, souvent plusieurs. Un data center, qu'est-ce que c'est? Ben là, je vous ai mis un schéma, je vous ai mis une petite photo aussi. Ben, c'est une collection d'ordinateurs, des serveurs et des disques durs avec beaucoup de mémoire. Donc il faut bien sûr toute une infrastructure à l'intérieur pour interconnecter tout ça. Il faut une connexion Internet, puisque ça sort. Hein. Donc là, la puissante connexion Internet. Et puis, on pense tout de suite aussi, du coup, à des protections, comme le firewall, des routeurs, parce que bien sûr, l'information, quand elle sort, il faut qu'elle puisse router sur le réseau Internet. Et il faut des ordinateurs de stockage et des ordinateurs pour faire des serveurs. Un serveur web, typiquement, est dans un data center. Mais un data center, c'est pas que ça. Hein. Et ça, on l'oublie souvent, et ben, c'est tout le reste autour. Et le reste autour, ben, c'est quoi? Par exemple, c'est la protection. C'est des endroits qui sont assez confinés. C'est l'énergie. Il faut gérer l'énergie, qu'il n'y ait pas de panne. S'il y a une panne d'électricité, comment on va faire? On va mettre en place des systèmes de secours. Il faut gérer la température des serveurs. Donc on va gérer tout ça. On va sauvegarder aussi tout ce qui est backup, tout ce qui est sauvegarde des data. Et non seulement les data, on va les stocker, mais on va les sauvegarder. Donc ça fait partie des data centers, du rôle des data centers. Il y a la ventilation. D'accord? Il y a refroidir les systèmes. D'accord? Et puis il y a tout ce qui est élément de sécurité. Donc bien sûr, quelqu'un qui rentre dans un data center, il faut qu'il soit contrôlé. Donc on puisse contrôler l'accès. On va aussi contrôler, j'ai mis quoi, le renforcement des alarmes. Voilà. Donc toutes les alarmes des systèmes, si un système se met en route, en alarme, on puisse le déceler. On va aussi monitorer toutes les températures du système complet. On va voir s'il n'y a pas trop d'humidité, si l'air est pas trop froid, pas trop chaud plutôt, parce que généralement c'est ça. D'accord? On va regarder aussi tout ce qui est visiosurveillance, tout ce qui est surveillance. Donc on va surveiller le système, c'est plutôt un bunker en général, hein, ce genre d'endroit, c'est vraiment ultra sécurisé. Voilà, et bien sûr, on retrouvera notre accès réseau pour accéder à l'internet. Donc ça, c'est un serveur, ça s'appelle un data center. C'est beaucoup d'informatique, mais aussi tout un élément autour de sécurité. Les services. Alors, on parle aussi, quand on parle data, on parle sur le cloud. Alors d'abord, le cloud n'existe pas en lui-même, c'est un mot générique qu'on utilise souvent par les journalistes, mais alors, le vrai mot, c'est cloud computing. En gros, qu'est-ce que c'est? Ben, si je devais résumer, bon voilà, on a des plateformes, on a des applications, on a une infrastructure.
Ces 3 mots-là auront une importance dans ce qui va suivre. Donc, si on veut résumer en 2 mots, ben c'est d'un côté, c'est la virtualisation, donc on va virtualiser des outils, d'accord, de travail, et puis externaliser des stockages, donc stocker des informations dans le cloud. Vous, en tant qu'utilisateur, en tant que client, vous êtes surtout à externaliser des data. Vos photos, tout ça se trouve à l'extérieur. Des outils, très peu. Mais pourtant, vous en utilisez, vous allez voir quelques-uns. Un, vous utilisez toujours, par exemple, c'est mon bureau numérique, là, de votre bureau. Donc ça, ben, c'est souvent externe. Voilà. Alors, dans les services qu'on utilise le cloud, le premier s'appelle Software as a Service, ça veut dire, donc c'est ce mot-là, hein, SaaS, qu'on voit souvent, hein, d'accord, c'est l'utilisation de logiciels comme des services. Donc en gros, ben, quand vous accédez sur Internet, ben, vous avez un serveur. Un serveur, c'est un logiciel, ni plus ni moins. Alors, il peut y avoir X serveurs sur un data center. Il peut aussi y avoir Office, par exemple, ici, hein, d'accord. Office peut être en ligne, et puis vous l'utilisez directement en ligne. Quand vous utilisez Google, des choses sous Draw.io, par exemple, sur Google, ben, c'est un service d'un data center, d'accord. Vous êtes dans cette configuration-là. Vous pouvez aussi utiliser un deuxième service qui est utilisé dans le cloud, s'appelle l'infrastructure comme un service, d'accord. Donc, utiliser l'infrastructure, c'est par exemple le stockage de données. Vous avez besoin de stocker l'information de données, ben vous dites, ben moi j'ai l'infrastructure, ben c'est un serveur avec des disques durs dessus, donc je vais pouvoir utiliser ça. Et les sauvegardes en plus sont faites automatiquement, ça c'est génial. Mais on utilise donc l'infrastructure d'un cloud, on n'utilise pas les services particuliers, c'est bien ça. La troisième chose s'appelle PaaS, donc c'est la plateforme comme un service. Donc une plateforme, ça peut être par exemple dédié pour faire une application particulière. Vous ajoutez, on vous donne une zone dans laquelle vous pouvez travailler. Ça devient votre ordinateur. Votre ordinateur, vous pouvez faire des choses à vous. Hein. Donc, par exemple, typiquement, c'est Shadow. Shadow, pour ceux qui connaissent, donc c'est un système qui permet de faire du gaming en ligne, sans ordinateur. Et donc, tout ça se fait sur un ordinateur qui est à distance, qui est donc maintenu à jour, les cartes graphiques sont maintenues à jour, mais tout est système comme si c'était votre ordinateur, avec les mêmes caractéristiques que votre ordinateur, mais il est distant. Et puis, ce que vous connaissez tous, parce que vous êtes tous en train de vous en servir à un moment ou à un autre dans la journée, c'est mon bureau numérique. Donc, c'est un desktop à ce service. Donc, ça veut dire mettre un bureau à votre service. D'accord ? Donc, un bureau, on retrouve un endroit pour stocker des informations, un endroit pour consulter des courriers, un endroit pour écrire, un endroit pour faire différentes opérations. On est un peu figé. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas comme une plateforme de service. On peut pas mettre ce qu'on veut comme logiciel dessus, mais au moins, on peut s'en servir pour faire un travail qui a été défini dans ce bureau. Voilà, c'est ça le cloud. Donc il y a en gros 4 services, et ces 4 services ce sont ceux-ci. Donc soit on loue, on charge des applications, c'est le web, on va soit stocker des informations, soit on s'en sert pour utiliser comme un cloud gaming, pour jouer par exemple, ou faire des applications en jeu, d'accord. C'est pas des jeux dans ce cas-là ici, hein, et ou soit comme un bureau. Voilà. Passons un petit peu à la suite maintenant, passons un peu aussi, quand on parle de données, je suis sûr que certains ont pensé au NAS. Alors il y a NAS et puis il y a SAN. Alors, ça veut pas dire français-anglais, hein. Tous les deux sont en anglais. Hein. Un NAS, ça veut dire Network Attached Storage, donc un endroit de stockage attaché à un réseau. En gros, c'est quoi? C'est une zone, c'est une machine dans lequel il y aura des baies. Alors, je parle ici des baies, hein. Des baies dans lesquelles on va pouvoir mettre des disques durs. Et celui-ci, on va brancher directement sur le réseau. Donc, dans votre réseau, ou dans le réseau de l'entreprise, il y a des NAS. Et des NAS qui vont permettre de stocker les données et permettre aussi d'interchanger les données entre plusieurs machines. Donc on peut passer une information à une autre passion, tout ça à travers le NAS. Et ça peut être donc très intéressant. C'est un gros serveur de fichiers, si vous préférez. En général, il y a des baies avec des disques, et puis tout ça sera protégé par un système ou adapté par un système qu'on appelle le RAID. On le verra juste après. Alors qu'est-ce que c'est la différence avec un SAN? Eh bien un SAN, c'est un réseau propre, indépendant du réseau que vous utilisez vous d'internet par exemple, ou d'un réseau d'un établissement, indépendant, un réseau complètement indépendant, qui est spécialisé pour le stockage des données. Et donc l'intérêt c'est que les bandes passantes vont aller beaucoup plus vite. On va stocker beaucoup plus rapidement, et l'information sera beaucoup plus rapidement disponible aussi. Donc ça va être ça qui va nous intéresser, c'est que les informations vont pouvoir s'échanger beaucoup plus rapidement entre les disques. Donc c'est vraiment un réseau à part de stockage. D'accord? C'est complètement différent. Il sera indépendant, vous ne le verrez pas. Il sera invisible de votre côté. Vous ne verrez pas le stockage, vous ne le verrez jamais. Vous n'avez accès qu'à un élément qui vous permettra d'avoir de l'information, mais l'information elle est sur un autre réseau. Voilà.
C'est ça un peu la différence. Alors ici, j'ai mis un petit tableau qui résume tout ça. Donc, un NAS, ben, c'est sur le réseau de l'entreprise, on le voit. Ici, c'est un réseau dédié, je viens de le dire, d'accord? C'est un réseau spécialisé, d'accord? Les applications, ben, c'est l'application d'accès de lecture, de partage de données, hein, voilà. Hein, tout est fait. Ici, c'est très particulier. Là, on va faire carrément, on va pouvoir stocker, faire ce qu'on appelle une structure beaucoup plus solide au réseau, d'accord, d'un réseau, en tout cas de données. Voilà. Les bandes passantes, bien sûr, sont un peu différentes, etc. Je vous laisserai lire un petit peu ça. Le RAID maintenant. Alors, on a parlé, je remonte un tout petit peu, d'un NAS. Et dans un NAS, on a dit qu'il y a des disques durs, et dans un disque dur, on a une technologie qui s'appelle le RAID. Alors, parlons un peu de ce RAID, parce que certains parlent, on a entendu souvent parler de RAID. Alors, RAID, ça veut dire disque indépendant tableau redondant. Bon, voilà, on va pas revenir dessus, donc c'est regroupement indépendant. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça permet de faire deux choses. Alors, attention, ça permet pas que de la sécurité, ça permet aussi de la vitesse. Donc c'est deux choses bien différentes. Hein. Souvent on pense sécurité quand on pense RAID, mais pas du tout. Ça dépend des cas de figure. Donc ici parlons du RAID 0. Donc le RAID 0, c'est on prend deux disques, ici, et puis la donnée qui arrive, on va la mélanger sur les deux disques. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va optimiser la vitesse de lecture de chaque disque, et donc on ira beaucoup plus vite pour lire. Donc là on n'optimise pas la sécurité, mais on optimise la vitesse de lecture des disques. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour récupérer une donnée sur un disque. Le RAID 1, c'est par contre là, on fait toujours deux disques, mais cette fois-ci on fait ce qu'on appelle du mirroring, donc c'est-à-dire on fait du copie. On fait une copie conforme sur les deux disques. L'intérêt, ben, on voit bien que si un disque lâche, ben, le disque a toujours toutes les data. Donc là, c'est au contraire, on va s'assurer contre les pannes du disque, d'accord? On va éviter ça, d'accord? Ça permet de faire ça. Ça permet pas par contre d'optimiser la vitesse, parce que quand on accède à un disque, il va à sa vitesse maximum, point la ligne. Après, il y a ce qu'on appelle le RAID 5. Ça, c'est ce que souvent vous avez entendu parler. Il faut 3 disques durs. Et dans le RAID 5, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser aussi les pannes, d'accord? Et petit peu la performance. Mais c'est pas le 100% le vrai problème. Mais on va le faire parce qu'on va travailler sur deux disques indépendants en permanence, d'accord? Mais il y a un disque qui va recopier chaque fois un tiers des données. Donc l'intérêt, c'est que si un disque lâche, on a toujours l'ensemble des données sauvegardées sur les deux autres disques. Et puis on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Alors par exemple le RAID 10. Le RAID 10, c'est le RAID 1 plus le 0. Donc le 0, il est là-haut. On coupe la donnée en deux, d'accord? Et le RAID 1, c'était on duplique pour avoir une sécurité. Donc là, le RAID 10, on optimise la vitesse et en même temps on optimise le stockage, d'accord? On sécurise les données. Voilà. On peut avoir le RAID 50, c'est un mélange du 5 et du 0. On peut arriver à avoir d'autres formules encore qui existent, d'autres combinaisons qui existent. Voilà, ça se termine ce cours sur la sauvegarde de data, ou le stockage des data, plus précisément.